Merci d'être avec nous comme chaque dimanche matin sur Radio J avec nous et Vladimir Fedorovski. Bonjour. Quel plaisir d'être avec vous, Eva. Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien, l'un des artisans de la perestroïka, également écrivain, auteur de très nombreux ouvrages qu'on lit toujours avec plaisir. Le dernier en date, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire aux éditions Ballant. Nous sommes avec vous, Vladimir Fedorovski, pour parler littérature. Littérature, mais pas seulement, puisque la littérature, c'est aussi un moyen de comprendre et on ne comprend rien à l'actualité si on ne comprend pas les hommes, si on ne comprend pas les pays, si on ne comprend pas les histoires et comment se nouent les intimités. Aujourd'hui, avec vous, vous teniez à parler de Dostoïevski, Fiodor, de son prénom. Pourquoi est-ce que Dostoïevski peut nous donner aujourd'hui une grille de lecture de ce qui se joue et en quoi d'ailleurs l'œuvre de Dostoïevski pourrait nous donner cette grille de lecture? Sur quoi vous accrochez-vous pour dire ça? Dostoïevski, c'est un écrivain, il y a en Russie toujours, mais en Occident aussi, toujours deux tendances. Il y a la tendance du côté épique, vraiment, de Tolstoï, côté chamanique de Tolstoï, et puis il y a les admirateurs de Dostoïevski. Il y a soit vous êtes pour Dostoïevski, soit vous êtes pour Tolstoï. Dostoïevski, il est énormément populaire en Occident parce qu'il était prémonitoire pour les faces cachées de l'âme humaine. Avant Freud, avant tout le monde, Dostoïevski, dans Les Frères Karamazov, ou encore L'idiot, il est extraordinaire. Il y a un joueur, quand je cite, c'est Crime et Châtiment, c'est vraiment les facettes de l'âme humaine qu'il décrit, et c'est pour ça qu'il est énormément apprécié à l'Occident. Mais son destin est révélateur par rapport à ce qui se passe sur l'actualité. La transformation de Dostoïevski, c'est une transformation étonnante. Au début, il était plutôt comme beaucoup de jeunes à l'époque, quelqu'un qui était marqué par l'esprit de la gauche. Il a participé dans un petit cercle, au fait, des étudiants qui était, encore une fois, un trait d'union entre la France et la Russie. Ils ont discuté beaucoup prudents. Ils ont discuté prudents, mais ce n'était pas anodin à l'époque. Le régime était très dur, il y avait un traître dans ce cercle d'étudiants, et finalement, ce régime très dur, il a tout de suite frappé fort. Vous savez, ils ont rattrapé ces étudiants, et les meneurs des jeux, et parmi eux se trouvait Dostoïevski d'ailleurs à tort, parce que lui, il était banal participant à ce cercle, il discutait la littérature. D'ailleurs, vous savez, ce qu'il a... il a été envoyé au bagne. Non, mais ma chère, si c'était pas seulement envoyé au bagne, on les a envoyés au peloton d'exécution. Et après seulement, ils pensaient que c'est le dernier instant de leur vie. Il était marqué à tout jamais. Il le décrit dans La Maison de mort. Il y a un livre très profond sur son destin qu'il a décrit. Ça a marqué à jamais, puisqu'il a pensé que c'est le dernier instant. Et après, comme ils ont été tordus, au dernier instant, ils ont communié ça à une peine de l'exil en Sibérie. Et il a décrit ce qui s'est passé en Sibérie d'une manière extraordinaire. La Maison de mort, ça s'appelle son récit, assez étonnant. Il y a pour l'actualité aussi une transformation profonde de Dostoïevski à ce moment-là. Il y a deux aspects. D'une part, il est très attaché à l'esprit chrétien, il est à la recherche de la spiritualité, et au bagne, il devient de plus en plus spirituel, et il y a une transformation très intéressante pour l'actualité de patriotisme russe qui vire vers le nationalisme total. Dans la réalité, là-bas, Dostoïevski, il devient nationaliste. Vous m'avez parlé de le lien avec l'actualité. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on assiste à une transformation radicale en Russie.
détrompez-vous. Ce qui va se passer, l'alternative à Poutine aujourd'hui, c'est pas du tout les gens pro-occidentaux. Les gens pro-occidentaux, ils sont marginalisés. Ils n'ont pas ni programme, ni leader, ni rien du tout. Ça s'est pris en cinquième colonne. En réalité, ils sont partis en Occident. Ici, ils n'ont pas vraiment accroché. D'où ma réflexion de tout à l'heure sur la marginalité qui est rejetée. Absolument. Ah, évidemment, qui est rejeté. C'est-à-dire que ces écrivains russes, aujourd'hui, est-ce qu'ils seraient en Russie ? Parce qu'on le voit, métis, envoyés au bagne, qui font une certaine promotion évidemment. libérales. Mais je vous ai parlé, mais vous savez, en Russie, les derniers sont toujours les premiers. Deviennent toujours les premiers. C'est comme dans une chanson de Jean-Jacques Goldman, quoi. Mais je vous assure, c'est une réalité tout à fait évidente qui s'est passée avec Dostoïevski, mais je vous ai parlé d'un autre aspect, de transformation des idées qui s'est passé dans l'âme de Dostoïevski. Je veux dire, il faut distinguer un Dostoïevski, un écrivain absolument essentiel et majeur, et puis penseur lié avec les tendances nationalistes. Et je vais vous dire, cette évolution de Dostoïevski, c'est exactement l'évolution qu'on assiste aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire, en Russie, il y a maintenant une tendance qui est beaucoup plus radicale dans le style du nationalisme russe, qui dit que dans l'Occident, il n'y a rien à faire. Vers la fin, Dostoïevski, il est devenu profondément anti-occidental, je vous signale, et non seulement anti-occidental, mais slavophile, avec les accents très, très, très dangereux. Et l'évolution de Dostoïevski, c'est une évolution de la société russe, de la pensée russe d'aujourd'hui, plus que jamais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans toute cette littérature russe, on en a parlé tout à l'heure, d'Anna Karénine, etc., une forme romantisée, mais de radicalité qui, finalement, nous permet aussi aujourd'hui de comprendre la société russe, comme le romantisme allemand a permis aussi de comprendre une partie de la société allemande au moment où elle a basculé. Vous savez, le problème, je n'aime pas qu'on fasse les parallèles. C'est pas un parallèle, non, c'est pas pour dire que c'est pareil, c'est pour le mouvement qui est décrit. Je vais vous dire, vous savez, Eva, il y a quelque chose, moi je vous parle, quelqu'un qui me gêne à notre époque, parce qu'il y a la tendance de faire une parallèle entre les Russes et les Allemands. Je vais vous dire, on ne peut pas le faire. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Russes... C'était pas mon propos. Non, je sais. Mais je développe, si vous me permettez, on est dans le pays de la liberté. Je peux libérer. Voilà. Et moi, je peux dire que c'était pas mon propos et vous pouvez développer. Allez-y, il vous reste une minute pour développer. Juste pour vous dire, pour revenir à ça, il ne faut pas oublier qu'il y a 27 millions de morts qui ont été sacrifiés dans la lutte contre les nazis. Et aujourd'hui, il y a une tendance de dire, voilà, qu'il y a une parallèle. Je vais vous dire, s'il n'y avait pas de Stalingrad, il n'y avait pas de libération d'Auschwitz, et ça, c'était souligné avec beaucoup de justesse dans les dernières conversations entre Netanyahou, qui a souligné le rôle de l'armée russe dans le combat contre les nazis. Vous voyez. Bien sûr, ce qui n'empêche pas aussi le ministre des Affaires étrangères russe de parler de nazis aussi de son côté quand ça n'en est pas. Bref, l'utilisation malheureusement de cette période de l'histoire, on n'est pas prêt d'en voir la fin. C'est pas le même niveau, vous voyez. On n'est pas prêt d'en voir la fin. Le même niveau, cas, 27 millions de morts et les propos que je condamne d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc votre dernier ouvrage, Vladimir Fedorovski, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, à dialogue avec l'histoire, aux éditions Ballant.